Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour bien, la suite de notre tutoriel consacré aux bases du HTML et du CSS. Donc vous vous rappelez, lors du premier tuto, on avait appris à réaliser nos premières pages web, à lier notre première feuille de style CSS pour arriver à ce résultat. Donc dans la deuxième partie de ce tuto, on va voir comment organiser un petit peu plus notre site internet, comment le construire de différentes façons et comment utiliser les différentes balises HTML5 pour tout simplement construire au mieux le site internet. On verra comment créer des liens, comment créer donc du coup des listes à puces afin d'établir nos rubriques et comment les positionner directement sur une ligne, comment créer des sections, créer des articles et puis une balise side et puis enfin comment utiliser la balise footer pour construire le site internet. Donc là on verra vraiment les bases, donc c'est pas encore un site super joli qu'on va produire aujourd'hui, mais au moins ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne un petit peu le HTML et puis aussi comment structurer au mieux avec le code le site internet. On parlera vite fait aussi des balises par défaut que Dreamweaver nous génère pour à chaque création de nouvelles pages. Je vous en dis pas plus, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Allez, on commence la deuxième partie du tuto. Alors à la limite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir supprimer tout le code qui se trouve entre les balises body. Comme ça, on va commencer un petit peu à structurer notre page web. Donc là, on supprime. Et puis on va se retrouver avec une page totalement blanche. Donc si j'ouvre avec Google Chrome, donc non pas blanche mais fuchsia, puisqu'on avait spécifié dans le CSS un arrière-plan fuchsia. Par contre ici vous voyez qu'on n'a plus du tout de code. Donc là on va faire un petit tour des principales balises qui se trouvent dans notre code. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un document HTML doit toujours débuter par un doctype. Donc en fait, il s'agit d'une déclaration qui va permettre de renseigner le navigateur sur le type de document HTML délivré. Donc depuis le HTML5, il y a quelques années, il faut savoir que le doctype a été considérablement simplifié. Là, vous voyez qu'il y a juste à faire un point d'exclamation, taper doctype et puis taper HTML. Donc ce doctype permet, comme c'était le cas en HTML4, de passer en mode de rendu conforme aux standards dans les navigateurs. Il faut savoir que juste en dessous, la balise HTML, donc l'élément HTML, va constituer la racine de tout document HTML. Donc il suit en général le doctype que l'on vient de voir juste au-dessus. Et puis il clôt l'ensemble en fin de page avec une balise fermante, donc ici, vous voyez, /HTML. Donc il faut noter que aussi c'est intéressant de spécifier notre langage au navigateur. Donc ça va se passer dans le HTML, juste à la suite du mot HTML. On va venir renseigner lang. Donc on peut venir taper, et on va venir taper égal, et entre guillemets, on va taper fr. Donc ça c'est important de noter le lang, parce que c'est recommandé tout simplement pour l'élément racine HTML. Et il faut savoir qu'un attribut lang vide correspond à un langage inconnu. Donc c'est pas forcément génial, donc autant le mettre. Ce qu'on va retrouver en dessous, donc tout ce qui se passe entre les balises head, donc tout ça, ça va constituer l'entête du document. Donc il faut savoir que l'entête du document, ça exerce un rôle crucial, on va dire, car ça fournit de multiples renseignements dans le document lui-même et que le contenu n'indique pas. Donc du coup, on verra ça un petit peu plus tard dans un prochain tuto, comment vraiment optimiser tout ce qui est à l'intérieur du head. On va l'optimiser surtout pour le référencement. Autre chose qu'on n'a pas vu, c'est la méta char7. Donc l'attribut char7, c'est nouveau en HTML5 parce qu'il spécifie l'encodage des caractères utilisés. Donc c'est une déclaration qui doit être unique pour l'ensemble du document. Ça doit être placé dans l'élément méta qui doit lui être équipé donc de l'attribut char7. Donc idéalement, il faut le placer cette déclaration avant toutes les autres balises possibles dans l'entête. Et puis, il faut savoir que l'encodage ici le plus connu chez nous, c'est l'encodage UTF-8. Donc on va laisser ça comme ça. Donc maintenant, on va s'occuper de mettre un petit peu en page notre site internet. Donc on va créer des blocs. Il faut savoir qu'avec l'arrivée du HTML5, on a accès maintenant à ce qu'on appelle des sections. Donc les sections, ça va délimiter les zones du document qui possèdent une valeur sémantique particulière.
Et faut savoir qu'elles peuvent être utilisées plusieurs fois dans le document. Donc maintenant, on retrouve différentes sections comme section, article, nav, aside, header et footer. Ça, on va détailler tout ça juste après dans le tuto. Il faut savoir que ces balises répondent à des besoins précis sur la structuration du document. Et surtout, les avantages, c'est que le code source est plus clair et puis les différentes parties qui composent un document sont clairement identifiées dans le navigateur. Il faut savoir que ça augmente aussi les possibilités d'analyse du contenu et de référencement. Donc là, on va venir structurer notre site internet. On va se fier, on va dire, un petit peu à Teammate. On va pas faire vraiment la même chose puisque ça risque d'être un peu compliqué sinon. Mais on va venir, par exemple, créer un site internet avec donc un header qui va comprendre un logo, des liens, et puis on va créer du coup un contenu comme ici, et puis on va créer une sidebar ici, donc une barre latérale, et enfin on va créer aussi un pied de page. Donc la structure sera à peu près identique, mais un peu moins complexe. Donc on va commencer par taper du code à l'intérieur de notre balise body. Donc on se place entre les balises, et puis à l'intérieur on va commencer par, si on veut, taper déjà un petit commentaire pour se rappeler. Donc là, on n'est pas des professionnels, on va faire en sorte de se mettre des petits commentaires pour que le code source soit beaucoup plus lisible pour vous. Donc on va commencer par ouvrir une balise, donc c'est le signe, on va dire, supérieur, et on va venir taper un point d'exclamation. On va venir taper 2 petits tirets. Donc là, vous voyez que déjà, tout le code qui se situe après aussi devient grisé. Donc là, le commentaire a bien fonctionné. Donc on va commencer par taper header. On va taper début header. Pour fermer un commentaire, c'est très simple. On se place après header, on refait 2 petits tirets et on ferme en faisant le signe supérieur. Donc là, j'ai dû me tromper, j'ai dû vous dire supérieur, donc là, c'est le signe inférieur. Enfin bref, vous avez compris. On peut venir copier ce commentaire, le coller un petit peu plus bas, et ici, on va remplacer début par fin. Maintenant que nos commentaires sont placés, on va venir dans un premier temps se placer juste après la balise body et on va venir créer un conteneur. Donc un site internet, on va dire que c'est un petit peu comme une maison. On a des murs, on a une charpente. Donc ça va être c'est l'ossature de notre maison et à l'intérieur, on a des pièces. Et bien sur un site internet, c'est exactement pareil. Ou sinon, je peux prendre l'exemple d'une bouteille d'eau. La bouteille d'eau, elle a bien un conteneur et le contenu, c'est bien l'eau. Pour un site internet, ça va être pareil. Donc on va venir créer juste après le body, on va venir taper div id égale et entre guillemets on va venir taper conteneur. Donc après vous pouvez spécifier un nom différent. Moi généralement je laisse conteneur puisque j'ai l'habitude de faire ainsi. Donc vu que j'ai créé une div id conteneur, j'oublie pas de la fermer juste avant la fermeture de la balise body, puisqu'en fait tout mon site internet va être enveloppé, on va dire, par cet ID conteneur. Donc on vient juste faire un /div. Donc il faut savoir qu'en HTML, il existe différentes méthodes pour construire des blocs, soit en utilisant, comme je vous le disais tout à l'heure, les nouvelles balises HTML5, soit si on ne peut pas utiliser ces balises, on utilise des ID ou des classes. À savoir qu'un ID peut être utilisé qu'une seule fois dans une page web, contrairement à une classe qui permet d'être réutilisée plusieurs fois. Donc là, forcément, on n'a qu'un conteneur, on n'a qu'une structure, donc c'est pour ça qu'on vient placer ID. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi est l'intérêt de placer un conteneur. C'est si on retourne dans notre feuille de style CSS et que par exemple, ici un peu plus bas, juste en dessous du P, d'ailleurs si on vient copier le P juste en bas et qu'on rajoute du coup ID, donc le ID ça va être symbolisé par un petit dièse et la classe c'est symbolisé par un point. Donc ici on a bien tapé ID conteneur, donc on vient rajouter conteneur. Donc ici on peut donner des petits coups de tabulation, j'aime bien histoire de voir un peu plus clair dans le code. Voilà, donc mon conteneur, là-dedans je peux lui spécifier des attributs.
Donc par exemple, je peux lui spécifier une largeur. Donc la largeur est exprimée, donc c'est en anglais, hein, on vient taper width. Donc width, ça veut dire largeur. Donc width, 2 points, et là je peux lui donner une valeur en pixels. Donc je vais lui donner 980 pixels, à savoir que ça sert à rien de donner une width trop grande. Après, ça va aussi dépendre de la résolution d'écran de l'internaute. Donc maintenant, vous me direz, c'est vrai qu'avec le responsive, on peut adapter du contenu aux terminaux, mais on va la jouer, on va dire, sécurité. Hein. Là, on n'est pas des experts, on est des débutants. Donc, on va se placer en 980. On est sûr que tout le monde pourra lire le site internet. Donc là, je mets mon conteneur à 980 pixels. J'enregistre, et là, vous voyez que juste en dessous, ce qui est exprimé ici en pointillé, ça va être mon conteneur. Donc mon conteneur, il fait plus 100% de la largeur de mon document, mais il fait bien 980. D'ailleurs, si à l'intérieur, je place, par exemple, ici, je remets le mot salut, que j'enregistre, que j'actualise ici sur mon site, j'ai bien le mot salut qui est, vous voyez, justifié à gauche. Donc là, l'intérêt, ça va être de venir centrer mon site, donc mon conteneur, par rapport à ma page. Donc histoire de voir un petit peu plus clair, je vais lui mettre une couleur différente, enfin je vais lui attribuer même une couleur puisqu'il n'en a pas. Je vais lui mettre un background-color et je vais lui mettre comme couleur, par exemple, je vais lui mettre du gris. Je vais mettre 3C. Donc on n'oublie pas de mettre un point virgule à chaque fois, hein, à chaque fois qu'on place un attribut. Et là, du coup, j'enregistre et j'actualise. Donc là, vous voyez que mon conteneur est bien justifié à gauche et fait bien 980 pixels de large. Donc là, on se rend mieux compte. Maintenant, si je veux centrer ce bloc donc sur ma page, ça va être très simple. Hein. Juste après, je vais pouvoir lui spécifier un margin. Donc je vais lui mettre une marge, je vais dire un margin auto. Et le fait de mettre margin auto, vous allez voir que si on enregistre et qu'on actualise, eh bien le bloc va se centrer directement par rapport à ma page. Donc là, peu importe la résolution, vous voyez, mon bloc sera toujours centré par rapport à ma page, à mon navigateur. Donc là, c'est parfait. D'ailleurs, vous voyez que si je clique ici sur mon conteneur, j'ai bien ici les marges à gauche et à droite qui poussent bien mon bloc au centre de mon document. Donc voilà pour le conteneur. Il faut savoir que le conteneur va s'élargir automatiquement en fonction de son contenu. Donc à titre d'exemple, je vais rajouter ce qu'on appelle des BR. Les BR, ça va être des sauts de ligne, juste pour que tout le monde comprenne. Je vais en rajouter plein. Voilà, et là vous voyez que mon bloc, donc là j'ai dézoomé sans faire attention, vous voyez bien que mon bloc continue à être centré et s'élargit automatiquement. D'ailleurs, si j'actualise, voilà, vous voyez que mon bloc s'élargit en fonction de son contenu. Donc le conteneur s'élargit par rapport au contenu. Donc là, je vais venir supprimer tout ça, c'était pour vous montrer. Et par contre, je vais peut-être laisser juste le mot salut. Voilà. Donc là, si j'actualise, là on voit que notre conteneur n'est pas collé directement en haut de notre page. Vous voyez, il y a un petit blanc ici. Donc c'est tout simplement parce que notre balise body, ici, comporte par défaut une marge extérieure. Donc ce qui va pousser en fait notre bloc de quelques pixels vers le bas. Donc pour pallier à ce problème, on retourne dans notre body et juste après la couleur de fond, on va venir rajouter donc margin. Donc margin correspond aux marges extérieures et là on va se mettre à 0 et on n'oublie pas le point virgule. Et du coup là on vient actualiser et là c'est parfait, vous voyez que notre bloc se colle bien tout en haut du document. Donc voilà pour le conteneur. Maintenant, on va venir lui spécifier autre chose. Donc le mot salut, on peut le laisser en attendant. Donc à l'intérieur de notre conteneur, eh bien, on avait dit qu'on avait notre header. Donc le mot salut, je vais le mettre plutôt ici, en attendant. Donc dans notre header, eh bien, on va venir spécifier notre balise HTML5 header et on va venir la fermer ici un peu plus bas.
À l'intérieur du header, eh bien, on a bien envie d'avoir une navigation. Et là, la navigation, on va pouvoir bien lui spécifier une balise nav. Donc, on vient taper nav. Et puis, à l'intérieur, en dessous, on vient fermer notre balise nav. Donc là, on a bien un conteneur qui abrite un header. Et dans le header, on a bien une balise nav. D'ailleurs, on peut faire une petite tabulation pour y voir plus clair. Voilà, on hiérarchise notre code comme ceci. Donc là, on est bien. Donc déjà, ce qu'on peut venir faire dans un premier temps, c'est lui spécifier nos liens, nos rubriques. Donc c'est vraiment un titre d'exemple. Donc à l'intérieur de la balise nav, on va refaire un petit coup de navigation et on va venir lui spécifier déjà une liste à puces. Puisque on va essayer d'optimiser aussi notre code de site internet, donc ça sert à rien de directement écrire nos rubriques ici, autant optimiser ça dans le code source. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, lors du précédent tuto, on avait créé des listes à puces sous forme de UL et de LI. Donc le UL, c'est un petit peu comme notre conteneur, il va envelopper en fait nos listes à puces. Donc on crée un UL, on n'oublie pas de fermer notre balise en dessous, et à l'intérieur du UL, on va venir spécifier des LI, d'accord? Donc des listes à puces. Du coup, le salut, on peut peut-être le supprimer puisqu'il ne va pas nous servir. Donc à l'intérieur de notre première liste à puces, de notre première liste plutôt, on va venir taper rubrique 1, et on va venir copier cette ligne. Donc ce LI, on va venir le coller en dessous. Et on va venir le coller plusieurs fois. On va se mettre à peu près 4 rubriques, ça devrait être pas mal. Voilà. Et là, vous voyez, on a bien donc nos 4 rubriques dans notre header. D'accord ? À savoir qu'on peut venir styliser, comme je vous l'ai montré lors du précédent tuto, les différentes balises. Donc par exemple, on aurait très bien pu ici rajouter juste en dessous, juste header. Donc là, on enlève le ID puisque le header fait partie d'une balise générique. Et on aurait très bien pu juste lui spécifier un background, par exemple red, pour le mettre en rouge. Si j'enregistre, donc là on enlève ça, voilà, ce sera mieux. On enlève le dièse, et si j'actualise, voilà, on a bien notre header qui devient rouge. Par contre là, il y a un petit problème, c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait réutiliser ces balises HTML5 plusieurs fois dans le document. Donc vous imaginez si on avait mis le header ici en rouge et on lui avait attribué une width, je sais pas, de 500 pixels, si on l'avait réutilisé un peu plus bas et qu'on aurait voulu par exemple ici lui spécifier une width de 300 pixels, on aurait eu un conflit. Donc c'est pour ça qu'il existe une petite solution fort sympathique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir spécifier directement un ID dans notre header. C'est-à-dire qu'on va se placer juste après header, on va faire un espace et on va taper ID égale et entre guillemets, on va venir taper par exemple, je sais pas, O. Ouais, moi je suis pas très fort dans les appellations, donc je vous laisserai mettre autre chose si vous le souhaitez. Si bien que là, on vient de créer un ID O à l'intérieur de notre header ici. Donc, on peut venir ici maintenant styliser la chose. Donc, ça, je peux venir copier le conteneur, le coller juste en dessous et remplacer conteneur par O. Voilà. À l'intérieur, je vais lui spécifier par exemple une couleur. Je vais lui spécifier du noir. Donc, on va se mettre en 3.0 pour spécifier du noir. Et là, comme par magie, si j'enregistre et que j'actualise, eh bien, en fait, mon ID a bien été pris en compte dans ma balise header. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir jongler maintenant entre les nouvelles balises HTML5 et les différents ID que l'on va créer pour styliser nos blocs. Par contre, ici, vous voyez qu'on a un petit problème, c'est que, pareil, notre site ne touche pas le haut de notre navigateur, tout simplement puisque la balise UL a, comme la balise body, des marges par défaut.
Donc là, on va pallier à ce problème. On va déjà rajouter dans la balise body aussi un padding à 0. Le padding, ça va concerner les marges intérieures. Donc on va faire un reset, on va tout mettre à 0. Et on va venir copier le margin et le padding à 0. Et on va le placer directement dans notre balise UL. Donc le UL, on va venir le spécifier ici un peu plus bas. On ouvre une accolade et on vient la fermer. Et à l'intérieur, on vient coller margin 0 et padding 0. Donc là, vous voyez, tout se remonte, c'est parfait, hein. Si on actualise ici, là, c'est bon. Par contre, on va avoir un petit souci, c'est que nos rubriques, déjà, on aimerait bien qu'elles soient non pas les unes à la suite des autres, mais que ça tienne sur une ligne, d'accord? Et on aimerait aussi supprimer les petites puces qu'on a par défaut, hein. On ne voudrait rien mettre. Donc, on va venir retourner dans notre code source et tout comme le header, hein, où on avait spécifié un ID, on va faire la même chose au niveau de notre balise nav. Donc on va venir taper ID égale entre guillemets, et à l'intérieur on va venir taper par exemple menu. Donc si bien que maintenant on peut retourner dans notre feuille de style, et puis on va pouvoir venir copier par exemple l'ID ici haut, le coller juste en dessous, et à la place de haut on va venir taper menu. Voilà, on va pouvoir supprimer le background si on veut, hein. Et on va venir, pourquoi pas lui spécifier, tiens, si un background color, on va se mettre par exemple en CCC, histoire de lui mettre une couleur grise, et du coup, le haut, hein, on va plutôt se mettre en blanc au niveau de l'ID haut, comme ça on aura des couleurs un peu moins flashy. Et à ce menu, on va pouvoir aussi lui spécifier une width. Donc par exemple, on va dire qu'il fasse la largeur de notre contenu, donc de notre conteneur, pardon. Donc on va lui spécifier une width à 980 pixels, par exemple. Et on vient enregistrer. On peut venir copier cette ligne, le menu, la coller en dessous, et maintenant on va venir s'occuper des listes à puces, donc des LI. Donc on vient taper menu LI. Pourquoi? Puisque tout simplement nos LI sont bien compris dans l'ID menu, vous voyez. Donc c'est pour ça maintenant on va venir intervenir sur les LI, et déjà on va leur spécifier un list-style-type 9, c'est-à-dire que là on va venir faire un reset, vous voyez, des petites puces qu'il y avait sur le côté. Maintenant, on a bien envie que nos listes à puces soient, que nos rubriques soient tiennent sur une ligne. Donc du coup, on va venir taper display deux points, et on va venir taper inline-block. On rajoute un cas, ça sera mieux. Et si on enregistre et qu'on vient venir actualiser, là vous voyez qu'on a bien nos rubriques qui tiennent sur une ligne. Donc là pour l'instant c'est parfait. On va pouvoir maintenant retourner dans notre code source et puis faire déjà des liens sur les rubriques. Donc pour l'instant on va pas parler tout de suite d'animation sur les liens, hein. On va juste faire en sorte que les rubriques soient cliquables. Donc on va venir taper href égale et entre guillemets, donc on n'oublie pas de fermer ici, on va venir taper par exemple http et on va venir taper google.com. Voilà, donc là comme pour les autres balises, à chaque fois on avait une ouverture, on avait une fermeture partout, c'est exactement pareil avec le href, on vient fermer le A juste après donc le nom, l'intitulé de notre rubrique, donc on vient fermer notre A comme ceci. Si on enregistre et qu'on actualise, donc là vous voyez qu'on a bien la main sur rubrique 1, donc si on clique dessus d'ailleurs, on arrive bien sur Google. Voilà, voilà comment faire un lien. Donc je ne vais pas faire les autres, je vais juste rajouter le ahref devant. Ahref égale entre guillemets, je vais juste à l'intérieur rajouter un dièse, et puis on viendra voir comment faire des liens internes un petit peu plus tard. Donc on prévoit le coup, donc ici on n'oublie pas de fermer non plus notre A. Donc à la limite on peut changer ici rubrique 1 en 2, ici en 3 et ici en 4.
On enregistre, on actualise, et là vous voyez, on a bien tous nos liens qui sont présents sur nos rubriques. Donc maintenant, j'aimerais bien un petit peu styliser mes liens. Donc du coup, je vais revenir dans mon style.css. Je vais venir copier menu Eli, je vais venir le coller en dessous, et je vais rajouter juste après Eli A. Pourquoi A? Puisque vous vous rappelez que devant les rubriques, on avait ouvert une balise donc A qui nous permettait de générer un lien. Donc du coup, tous les liens sont symbolisés par cette balise A, c'est à connaître. Donc c'est pour ça qu'on va venir rajouter juste un A après LI, puisque tous nos A sont dans nos LI, qui sont eux dans des UL, qui sont eux dans l'ID menu qui fait partie de la balise nav. Donc du coup, on se replace dans style.css et on va venir supprimer tout ce qui est à l'intérieur, et déjà on va pouvoir spécifier à Dreamweaver qu'on ne veut pas, vous voyez, de petits de soulignements en dessous les rubriques. Donc on va venir taper decoration et on va taper none. Donc none pour faire un petit reset, vous voyez qu'elle disparaît. Si on enregistre et qu'on actualise, là on a pu les souligner en dessous chaque rubrique. Par contre, on aimerait changer aussi la couleur. Le bleu, c'est pas forcément terrible. On aimerait bien plutôt du noir. Donc, on va se mettre en color, 2 points. Et par exemple, on va se mettre en 222 pour donner un gris foncé, pour pas que ça soit un noir à 100%. Donc là, vous voyez que la couleur de nos A, de nos liens, ont bien changé. Et du coup, c'est devenu noir. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'au passage de la souris sur mes rubriques, bien que ça change de couleur, par exemple, que ça devienne, on va dire, blanc. Donc, on va venir copier cette ligne, menu LIA, on va venir la coller en dessous, et juste après la lettre A, on va taper 2 points over. C'est ce qui va nous permettre de spécifier à Dreamweaver qu'à chaque fois que l'on passe la souris sur une rubrique, on veut qu'il y ait une action différente. Donc là, l'action différente, ça va être la couleur. Du coup, au niveau de la color, on va venir se mettre en blanc. Donc en blanc, je vous rappelle que c'est 3F. Donc là, je viens enregistrer, je viens actualiser. Et là, vous voyez qu'à chaque fois que je passe ma souris sur une rubrique, elle change bien de couleur. Par contre, maintenant, j'aimerais bien centrer mes rubriques par rapport à mon contenu. Alors, je retourne dans mon CSS et je vais retourner du coup dans mon ID menu. Donc, juste après la width ici, je vais venir taper texte-align, 2 points, et je vais taper center. Donc là, on peut utiliser le text align center puisqu'il va hériter du display inline block de menu LI. Donc là, on voit bien que mes rubriques sont centrées. D'ailleurs, si j'actualise, là, c'est parfait. Les rubriques sont bien centrées, donc c'est nickel. Donc maintenant, pour y voir un petit peu plus clair, on peut spécifier à notre IDO une hauteur. Donc une hauteur, par exemple, on peut mettre une height. Une height de, par exemple, on va se mettre à 100 pixels pour voir. On actualise. Donc voilà, donc là, on a bien notre... Je vais retourner dans le code source, notre IDO qui est en fait le conteneur, lui, de la nav et des UL, d'accord, et on l'a bien poussé en hauteur de, augmenté au niveau de la hauteur de 100 pixels. Maintenant, on aimerait bien, par exemple, décaler un petit peu les rubriques, qu'elles descendent un petit peu plus bas. Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est au niveau de l'IDO, c'est spécifier ici un padding top, donc une marge intérieure en fait de, on va dire, de 20 pixels. On regarde ce que ça donne, on enregistre. Voilà, donc là on vient bien de descendre notre rubrique de 20 pixels. Pourquoi? Puisque si on sélectionne ici notre IDO, donc ici vous voyez tout ce qui est hachuré ici, ça correspond aux marges intérieures hautes. Donc on a spécifié 20 pixels, c'est normal, ça a poussé en fait du coup notre menu de 20 pixels vers le bas. Mais le fait d'avoir rajouté une marge intérieure de 20 pixels, ça a aussi augmenté du coup la hauteur de notre header de 20 pixels.
Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on utilise un padding, donc qu'on rajoute une valeur à un élément, donc comme ici 20 pixels, il faut souvent penser à soustraire en fait cette valeur à la 8 par exemple ici de 100 pixels. Donc ici vu qu'on a mis 20 pixels en padding top, ici on rajoute 80 à la place, on soustrait 20 à 100. Donc du coup, vous voyez, ça remonte légèrement du coup. On aurait très bien pu faire ça aussi avec une width, hein, si on avait mis un padding left de 20 pixels ici, et bien du coup, et si on avait mis une width de, je sais pas, de 900, on aurait soustrait 20 à 900. Du coup, là, si on actualise, donc là, c'est pas mal. Donc là, je fais un petit peu n'importe quoi au niveau de la hauteur des blocs, hein. On pourra réajuster ça tout à l'heure. Là, c'est vraiment pour que tout le monde, comprenne. Aussi, on aurait très bien pu dire à notre nav, donc à notre menu, qu'on voulait aussi une hauteur. Donc on aurait très bien pu mettre une 8. Donc une 8, 2 points. On peut mettre par exemple 50 pixels pour voir. On actualise. Donc là, voilà, vous voyez que du coup, notre menu, notre ID menu, a bien augmenté de 50 pixels. Après, ce qu'on peut venir faire, c'est centrer les rubriques par rapport donc, à la hauteur du menu. Donc, il faut savoir que il existe une petite technique, c'est si on spécifie une 8 de 50 pixels, on spécifie un interlignage aussi d'autant. Donc, si je mets une line-8, donc line 8 c'est l'interlignage, 2 points de 50 pixels, que j'enregistre et que j'actualise, et ça va venir centrer automatiquement nos rubriques par rapport à la hauteur du bloc. Voilà pour la petite astuce. Donc là, ça me paraît pas mal. On a notre header, on a nos rubriques. Maintenant, on va passer au contenu. Donc maintenant, on peut retourner dans notre code source. Ou sinon, si on peut même aussi venir, vous voyez, Dreamweaver nous avait généré un petit commentaire ici. On peut venir le copier et le coller. Et ici, on peut taper header. Aussi, on peut placer des petits commentaires pour y voir plus clair dans notre feuille de style CSS. Donc dans notre header, on a bien notre conteneur, notre IDO, notre menu et puis nos UL. Maintenant, on peut venir copier le header ici, le commentaire juste en dessous, et on va pouvoir venir taper contenu, puisque maintenant on va s'attaquer au contenu. Donc on va retourner dans notre code source ici. Donc là, vous voyez l'intérêt d'avoir placé nos commentaires ici. On sait que tout ce qui se passe dans le header, ça va se passer ici. Maintenant, on va venir copier ici aussi le commentaire début header. On va venir le coller après le fin header. On va taper début contenu, comme ceci. Voilà. Et on va venir copier début contenu et le coller un petit peu plus bas. Parce que ici, on va venir taper fin contenu. Et c'est à l'intérieur ici que l'on va venir du coup taper nos différentes balises pour constituer le contenu de notre site. Donc là en fait, vous voyez que le mode fractionné, des fois ça a tendance un petit peu à bugger avec Dreamweaver. Donc faut pas vous occuper de ce que vous voyez ici, faut vraiment s'occuper de ce que vous voyez directement sur le navigateur. Sinon vous cliquez ici sur en direct, comme ça vous voyez directement ce que vous êtes en train de faire, ça vous évite de repasser directement par le navigateur. Mais bon, un conseil, j'ai pas trop confiance en Dreamweaver, je préfère toujours me fier au moins à Google Chrome. Voilà, au moins c'est une valeur sûre. Donc entre les commentaires contenus ici, on va venir taper. Donc on ouvre notre section et un peu plus bas, on va venir la fermer. Voilà. À l'intérieur de section, donc on va venir taper. On va faire une petite tabulation et on va venir taper article. Donc tout ça, c'est des nouvelles balises HTML5, donc autant s'en servir. Tac, on vient taper donc la fermeture de notre article. Voilà. Donc en fait, section, c'est une section générique, on va dire, qui regroupe en fait une même thématique de contenu. Donc là, si on parle dans la rubrique 1, par exemple, de patates, on va pouvoir insérer tout ça au sein de la balise section.
Au niveau ici de la balise article, c'est une section de contenu dans un document, hein. Donc du coup, on va pouvoir placer différents articles liés par exemple aux patates. Et puis, on peut venir copier si on veut article 2 fois, hein, ou une fois, comme ceci. Comme ça, on pourra créer 2 articles directement au sein même de la section. Donc, à savoir que là, il ne va rien se passer, c'est normal, puisque maintenant, on va pouvoir attribuer, encore une fois, un ID à notre section. Donc vu qu'on avait, si on retourne dans notre feuille de style, un conteneur qui fait 180 pixels de large, maintenant il va falloir déterminer la largeur de notre contenu et puis la largeur de notre barre que l'on va placer à droite. Donc par exemple, on peut placer une largeur de barre à 300 pixels, donc du coup, on peut venir soustraire 300 pixels à 980, donc ça va nous donner 680 pixels. Donc on va pouvoir spécifier 680 pixels de largeur à notre section. Donc on va venir taper ID égal entre guillemets. Par exemple, on va l'appeler contenu. D'accord? On enregistre, du coup on retourne dans style.css. On peut prendre l'ID O par exemple, le positionner juste en dessous du commentaire contenu et changer O en contenu. On va directement lui spécifier par exemple une width. Donc on supprime tout. On spécifie width de points. Donc vous vous rappelez, on avait soustrait 300 à 980. Donc du coup, on spécifie 680 pixels. Et puis pour que tout le monde comprenne, on peut peut-être lui spécifier aussi un background color. Donc à la limite, on peut ouvrir Photoshop. On va lui mettre un blanc très clair. Donc du coup, ou un gris-gris même très clair, on va se mettre en EC, on peut venir copier, coller ici donc cette valeur hexadécimale à la place, et voilà. Donc du coup, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, on va pouvoir à l'intérieur retourner dans HTML-ipsum pour générer par exemple du faux paragraphe. Donc ici on peut prendre un long paragraphe, copier, et à l'intérieur de l'article, hein, on va pouvoir venir coller tout ça. Voilà. Si bien que vous voyez ici notre bloc blanc donc correspond bien à la largeur ici de 680 pixels et à l'intérieur, hein, on a bien notre contenu, notre paragraphe que l'on vient de créer. Par contre, vous voyez qu'au niveau du texte, c'est un peu illisible puisque vous vous rappelez, hein, lors du premier tuto, on avait spécifié une couleur à tous nos paragraphes. Donc à la limite, ce qu'on peut venir faire, hein, c'est venir couper en faisant CTRL ou commande X cette valeur et on peut venir la placer ici juste en dessous et rajouter devant le dièse contenu. Comme ceci, comme ça on va spécifier à Dreamweaver que tous les paragraphes de nos contenus seront d'une couleur spécifique. Donc par exemple, on peut se remettre en 222 pour donner une couleur gris très foncé, comme ceci. On peut aussi lui spécifier une taille, parce que là c'est peut-être un peu gros. Donc par exemple, on peut lui spécifier une fonte size. Et on peut lui spécifier par exemple 13 pixels. Là, vous voyez que ça s'est quand même pas mal réduit. Si bien que si j'actualise ici, donc là on a bien notre bloc, hein, vous voyez, hein, avec notre paragraphe à 13 pixels et en couleur noire. Ici, ce qu'on peut venir faire, c'est supprimer le petit blanc, hein, qui sert à rien, puisque vous vous rappelez, on avait mis une 8 à 80 pixels à l'ID O. Donc là, on peut se mettre en auto, actualiser, donc là, c'est parfait. Par contre, là, on voit que notre paragraphe est un petit peu collé par rapport au contenu. Donc, pas de souci, hein. Maintenant, on sait utiliser les paddings. Donc, on va mettre un padding de 20 pixels tout autour, hein, de notre ID contenu. Donc, vous vous rappelez qu'à chaque fois qu'on fait un padding, regardez ce qui se passe, on élargit le bloc. Donc, du coup, il va falloir soustraire non pas 20, mais 40, puisque là, on a placé un padding sur l'ensemble de notre contenu. Donc, c'est-à-dire qu'on a placé
20 pixels à gauche, en haut, à droite et en bas. Donc si on additionne 20 ici à gauche et 20 ici à droite, ça fait 40. Donc on vient soustraire 40 pixels à la width de 680. On se remet en 640. Donc là, voilà, on vient de tout rétrécir. On peut venir enregistrer, actualiser. Et là, c'est parfait. C'est quand même un peu plus aéré. On peut venir aussi, comme lors du précédent tuto, dans notre balise article, la première, spécifier un titre. Donc vous vous rappelez, c'était H1. Donc on vient taper titre 1 et on n'oublie pas de fermer notre balise H1. Donc là, le H1 est bien positionné ici, c'est parfait, si on actualise, ok. Par contre, il est un petit peu illisible, puisque vous vous rappelez, dans la feuille de style, on avait dit que tous les LI avaient une couleur blanche. Donc à la limite, on va venir supprimer tout ça. Tac. On va dire que tous les H1, on veut qu'ils soient pareils en 222, en 212, en 222, pardon. Et du coup, on veut, parce que le H1 a aussi un margin et un padding par défaut, donc du coup, on va pouvoir copier margin 0 et padding 0, le positionner, le coller juste après le point virgule, et voilà, histoire de remonter tout ça pour faire un petit reset. On peut venir enregistrer, actualiser, parfait, c'est génial. À savoir qu'on peut aussi placer un background, donc une couleur en arrière-plan sur nos H1, il suffit de taper par exemple background-color, deux points, on rajoute un petit dièse, et par exemple on peut venir sélectionner ici directement dans le sélecteur une couleur, donc par exemple on peut prendre ce bleu là, faire OK, et là vous voyez que la couleur de fond prend 100% de la largeur du contenu, parce que le H1 est placé donc dans le contenu qui fait ici 640 pixels. Si bien que si j'actualise ici, on a bien notre H1 qui a bien une couleur d'arrière-plan. Par contre, c'est pas très lisible, du coup on peut se mettre en blanc, 3F, actualiser, donc là c'est beaucoup plus lisible. Il faut savoir qu'on peut aussi rajouter un padding, ou une marge intérieure, histoire de ne pas coller le titre 1 à la couleur de fond. Après, c'est vous qui voyez. Moi je vais pas mettre de background color, puisque je trouve ça pas trop d'intérêt ici. Voilà, j'enregistre, OK. Et à la limite, ce qu'on peut venir faire, c'est dans le deuxième article, c'est copier l'intégralité du contenu qui se trouve entre articles et de le coller ici. Voilà. On peut faire une petite tabulation, histoire de voir plus clair. Actualiser, et voilà. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est maintenant créer ce qu'on appelle notre sidebar, donc notre barre latérale ici à droite. Donc pour ce faire, on va venir se placer juste après section, ou après fin contenu plutôt. On va venir copier le commentaire début contenu, et on va venir le coller par exemple directement ici. On va venir remplacer début contenu par début aside, puisque ça va être aussi une nouvelle balise HTML5. Donc on copie début aside et puis on vient le coller juste en dessous, et là on va taper fin aside. Si bien qu'à l'intérieur on va pouvoir ouvrir notre balise aside, et on n'oublie pas de la fermer un petit peu, un peu plus bas. Il faut savoir que la balise aside, c'est une section aussi dont le contenu peut être considéré comme séparé du contenu de la page. Donc c'est-à-dire que ici, si on parle des patates, ici on peut très bien parler d'autre chose. Donc généralement c'est ici qu'on met par exemple les likebox, Facebook, ou des liens partenaires, ou n'importe quoi. Donc des choses qui n'ont rien à voir par rapport au contenu. Donc notre balise aside, on va aussi lui spécifier un ID. Donc on va taper ID, et entre guillemets on va pouvoir taper, je sais pas, sidebar par exemple. Tac. Et du coup dans le style.css, on va venir copier notre contenu ici. On va venir le coller en dessous, et on va venir taper sidebar. Si bien que au niveau de la width, on avait dit
qu'on était à 300 puisque, vous vous rappelez, c'était 240, 680 pardon, plus 300, ça nous donnait bien 980. Donc on n'oublie pas d'additionner le padding ici, donc 20 plus 20, donc pour gauche et droite, à la width de 640. Donc ici on s'était mis à 300, donc on regarde ce qui se passe. Là vous voyez, je vais exprès lui mettre une couleur rouge pour que vous voyez ce qui se passe. Et je vais enlever le padding de 20. Donc là, on la voit pas puisqu'il n'y a rien dedans, donc je vais taper n'importe quoi à l'intérieur. Voilà, ok. Donc là vous voyez qu'elle se place juste en dessous de... je vais y arriver. Bref, elle se place juste en dessous de notre contenu. Si bien que si j'enregistre et que j'actualise, donc on a bien notre sidebar ici. Et nous, on aimerait bien la positionner à gauche. Donc ce qui nous reste à faire, c'est de se positionner sur le contenu ici et de taper float left. Si bien que on va tout positionner en float left, donc notre contenu et notre sidebar. Voilà, pour que notre sidebar ici, vous voyez, se positionne directement à droite. Je vais pas y arriver, ou je head remover. Bref, si j'enregistre et que j'actualise, voilà, pour que notre sidebar se positionne directement à droite ici du contenu. Donc à l'intérieur de cette sidebar, ce que je vais faire, je vais décocher en direct et je vais me remettre en code directement en code pour y voir plus clair. Dans notre sidebar à l'intérieur, par exemple, on peut lui spécifier L1H2, un titre 2 par exemple, on peut l'appeler, je sais pas, nous suivre. Comme ça à l'intérieur on pourra mettre, si on veut, des liens, une lightbox Facebook, et puis, ou des icônes, hein. Et on va pouvoir aussi, donc plutôt mettre ça dans une section. Ce sera plus simple. Voilà, et du coup, on n'hésite pas à donner des petits coups de tabulation pour bien hiérarchiser son code. Et du coup, ça, on peut le mettre plusieurs fois, hein. Voilà, on peut le mettre 3 fois pour changer les titres. On peut mettre ici partenaire, par exemple. Et ici en dessous, on peut mettre mes amis à titre d'exemple. Si bien que si j'enregistre et que j'actualise, donc là on a bien nos H2 ici, vous voyez, qui sont bien mis en place. Par contre, au niveau ici du H2, on va pouvoir aussi styliser un peu mieux tout ça. C'est-à-dire que le H2 ici, comme tout à l'heure, on peut faire un CTRL X ou un commande X pour le couper et le coller juste en dessous et rajouter le ID sidebar juste devant. Comme ça, on dit que tous les H2 qui sont présents dans la sidebar auront par exemple une couleur, aussi on va se mettre en 2-2-2, et auront par exemple une font size. On va reprendre d'ailleurs le font size, pardon, ici du P, de 13 pixels par exemple. Là, on peut venir actualiser. Voilà, c'est parfait. Au niveau du background color ici, hein, on peut, pourquoi pas se mettre, parce que le contenu il était en EEC, vous vous rappelez, le contenu ici c'était pas un blanc pur, donc on peut récupérer notre valeur ici EEC et peut-être la mettre en un peu plus gris, donc on peut se mettre en dB. Voilà, on récupère la valeur hexadécimale, on n'oublie pas le petit dièse et on colle. On va venir actualiser, voir ce qui se passe. Et voilà, donc là vous voyez que c'est quand même un petit peu plus gris. Il faut savoir que la sidebar, on peut aussi lui attribuer une height, hein, si on veut. Hein. Height, 2 points, on peut se mettre en 500 pixels, hein, à titre d'exemple. On actualise, et là vous voyez, hein, on augmente comme ça la hauteur de notre bloc. Donc là c'est peut-être un peu gros, hein, on peut se mettre... généralement, on se laisse en auto aussi, hein, pour que du coup... le bloc s'élargisse, s'agrandisse en fonction de son contenu, hein, puisqu'à l'intérieur, généralement, on va voir des choses. Et à l'intérieur, donc du coup, de notre sidebar, donc dans partenaire, par exemple, on peut aussi recréer une liste à puces, hein,
donc remettre du UL, et à l'intérieur du UL, il va tout simplement remettre du ELI, puisque là on va lister nos partenaires. Donc ça, on peut venir taper partenaire 1 comme ceci. On peut venir le copier, voilà, par exemple 2 fois 2 et 3. Et ça, on peut faire la même chose, copier tout le UL avec les ELI et le coller directement au niveau des amis. Tac. Sauf que là, partenaire 1, on va se mettre en ami 1, ici en ami 2, et ici en ami 3, par exemple. Voilà. Donc on peut venir actualiser. Et là, comme tout à l'heure, vous voyez, il y a encore des petits soucis de puce. Donc pas de problème, hein. Tout à l'heure, on avait spécifié ici un listil 9. Donc du coup, on peut venir récupérer cette ligne, la coller en dessous et rajouter, non pas menu ici, mais sidebar LI. Tac. Enregistrer, actualiser. Donc là, parfait. Par contre, ici, on va enlever le display inline. Voilà. Et ce qu'on peut venir faire aussi, c'est, parce que là vous voyez que c'est quand même un peu gros au niveau du texte, c'est spécifier aussi une font size différente, hein. Donc lui mettre par exemple une font size à 11 pixels au niveau des LI. Voilà. Après, donc vous savez faire des liens, vous pourrez les faire maintenant directement dessus. À savoir que vous pouvez aussi décaler tout le UL, puisque vous vous rappelez que les LI étaient enveloppés dans des UL, donc à la limite le sidebar UL, on peut lui mettre par exemple un margin on va se mettre en left pour décaler de la gauche vers la droite de 20 pixels. Si bien que si j'actualise, là vous voyez que ça a bien décalé de 20 pixels toutes mes listes à plus, puisque c'est mon UL, l'ensemble de mon conteneur en fait qui comprend mes petites puces, mes listes, qui a été déplacé de 20 pixels. On aurait très bien pu au niveau de la sidebar, comme au niveau du contenu, lui mettre un padding de 20, comme ceci, mais du coup, vous vous rappelez 20 plus 20, hein, au niveau de la largeur, eh bien on soustrait 40 à 300, donc du coup on est plutôt à 260. Là on peut venir enregistrer, on regarde ce qui se passe, parfait, donc là c'est tout de suite beaucoup plus aéré. Et on va terminer avec notre footer. Donc on va essayer de placer ici un bloc qui va reprendre la largeur du site. Donc on va venir récupérer le début ici aside, on va venir le placer ici juste en dessous. Et on va venir l'appeler différemment. On va se mettre début footer. On va venir copier ça, le coller un peu plus bas et ici fin footer. Si bien qu'à l'intérieur, on va pouvoir venir taper div, taper footer qui est aussi une section donc HTML5. Hein, c'est le pied de page en fait, c'est une section. C'est un pied de page de section ou d'article, on va dire, hein, parce qu'on aurait très bien pu le placer aussi à l'intérieur de section, mais on peut aussi très bien le placer, si on n'en a qu'un, directement en guise de pied de page. Donc, on ouvre notre footer, on n'oublie pas de le fermer, et puis on va aussi lui rajouter un ID, hein, ID entre guillemets, on va l'appeler PDG pour pied de page, PDP, pardon. Du coup, on retourne dans notre feuille de style. On va venir récupérer sidebar, par exemple. Tac. On va venir le coller en dessous. Et ici, sidebar, on le remplace en footer. Et au niveau de la width, hein, on sait qu'on est à 980 pixels si on ne met pas de padding. Mais là, on aimerait bien aussi mettre 20 pixels de padding. Donc du coup, on va soustraire encore 20 et 20, donc 40. Donc on sera plutôt à 940. Au niveau du background color, là on peut peut-être se mettre en 222. Et puis au niveau de la couleur, par exemple du texte, on peut se mettre en color. Et là, FFF en blanc. D'ailleurs, je vous ai fait écrire n'importe quoi. Ici, c'est pas footer, mais c'est bien PDP qu'il faut venir taper. PDP, voilà. Tac. Donc là, on peut venir enregistrer. On retourne à notre code source. Et à l'intérieur, généralement, dans un footer, on peut mettre un copyright. Donc on va copier notre balise P ici. On va venir la coller, hein, on prend juste quelques mots, hein,
Donc on n'oublie pas de fermer notre P, on enregistre et on regarde ce qui se passe. Donc là, si je retourne dans le feuille de style CSS, on a bien une width de 940, donc ça reprend bien toute la largeur de notre site. On a bien le background color gris ici, enfin noir, enfin gris très 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 foncé. Et on a bien 20 pixels ici à gauche, en haut, en bas, à droite. Et aussi on a le P qui par défaut a aussi un petit padding ou un petit margin. Donc du coup ce qu'on peut venir faire, c'est copier le H3 ici, remplacer par P et recopier margin et padding à 0. Voilà. Du coup, si on actualise, ok. Donc là, on est un petit peu mieux. Par contre, vous voyez que là, c'est vu qu'on a tout mis en margin et padding à 0, ici, ça s'est vachement rétréci. Donc, ce qu'on peut venir faire, vu qu'on avait spécifié le contenu P ici, on peut plutôt lui dire que tous les paddings, par exemple, auront une interlignage, donc une line-8, 2 par exemple, on peut se mettre, on va voir, en 15 pixels, voir ce que ça donne, si on actualise. Donc là, il se passe rien, donc du coup on peut augmenter, peut-être se mettre en 20. On actualise, voilà, donc là vous voyez, l'interlignage a quand même augmenté, c'est peut-être un peu trop, on peut peut-être se mettre en 18. Peut-être en 17. Pardon. Ici, on peut se mettre plutôt en 18. Voilà, donc là, ça me paraît un peu mieux. On peut aussi spécifier au contenu P, de spécifier par exemple un margin bottom, donc une marge en bas. Margin bottom de, par exemple, on se met en 20 pixels aussi. Si bien que tous les paragraphes en bas vont être décalés de 20 pixels. On actualise, voilà, donc on aère. On peut faire exactement la même chose avec le H1. Donc à la limite, on peut retourner ici dans notre contenu. On peut venir copier contenu P. On peut venir le coller en dessous. On remplace P par H1. Et là, on peut venir lui spécifier aussi un margin bottom de 20 pixels au H1. On va pas le mettre directement ici dans la balise générique, sinon ça va descendre tous nos H1 de 20 pixels. Si bien que si on avait eu un H1 aussi dans la sidebar, il serait descendu de 20 pixels. Là, on lui dit juste de descendre de 20 pixels à tous les H1 qui sont présents dans le contenu. Donc là, on enregistre et on peut venir actualiser. Voilà. Comme ça, c'est tout de suite un peu plus aéré. Au niveau ici du footer, on peut aussi lui spécifier si on veut une font size, donc on peut se remettre à 11 pixels si on veut. Généralement c'est le copyright, donc du coup on se met à 11 ou peut-être même à 12, histoire de voir un peu plus clair. Et on peut aussi lui spécifier un texte align center, texte-align center, afin de centrer directement le contenu du footer au milieu du bloc. On actualise et voilà. Donc voilà, vous savez faire vos premières pages web, un petit peu comment les organiser. Donc là, on est vraiment au tout début, savoir qu'il y a encore énormément de boulot pour optimiser au mieux un site internet et pour aussi l'animer. Il faut savoir qu'avec le CSS3, on peut aussi faire des choses vachement sympas. Donc là, voilà, le but de ce tuto aujourd'hui, c'était un petit peu de vous présenter les différentes manières de constituer, d'organiser votre site internet. À savoir que le prochain tuto, on va plutôt se baser sur les animations, sur les arrondis de blocs avec le CSS, et puis aussi sur les images, comment les importer, comment les différents modes aussi d'enregistrement, comment faire des dégradés directement aussi avec le CSS, comment mettre des images de fond, etc. etc. Donc j'espère que vous avez apprécié la deuxième partie de ce tuto. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu informé des prochaines sorties, des prochains tutos. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les poser dans les commentaires ou vous m'envoyez un petit mail à damien@teammate.fr. Allez, à très bientôt.